Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de PAP.fr, l'immobilier de particulier à particulier. Vendez, achetez ou louez simplement et au bon prix avec PAP.fr. PAP, particulièrement efficace. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Nous ouvrons aujourd'hui une série spéciale municipale 2026 consacrée au logement, aux choix politiques locaux et à leurs conséquences très concrètes sur la vie des habitants. Premier thème presque devenu consensuel dans le débat public, Airbnb et les meublés touristiques dans toutes les grandes villes de France. Ils sont désormais présentés comme l'un des symboles majeurs de la crise du logement urbain. Pour en débattre, deux voix, deux regards, deux réalités de terrain. Avec moi en studio, Henrik Glamport, il est fondateur de Louer Premium, et Arié Lévy, président du syndicat des professionnels de la location meublée Paris-Île-de-France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Henrik Glamport, partout en France, Airbnb est désormais désigné comme un responsable central de la crise du logement. Est-ce que ce diagnostic est juste ou est-ce qu'il est profondément injuste ou simpliste, voire ? Alors en fait, c'est un petit peu le coupable désigné. C'est plus l'arbre qui cache la forêt parce que ce problème de logement, il peut être lié à pas mal de problématiques, mais Airbnb peut être un petit contributeur peut-être, mais ça cache le vrai problème qui est comment est-ce qu'on loge nos Français, est-ce qu'on construit suffisamment de logements, est-ce qu'on rénove suffisamment. Bref, il y a une problématique qui est beaucoup plus large que simplement la location courte durée et Airbnb désigné comme coupable. Donc d'après moi, c'est vraiment un jugement très simpliste, c'est encore une fois, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Arié Lévy, du point de vue des propriétaires, est-ce qu'Airbnb est devenu un bouc émissaire politique, comme notamment à l'approche des municipales ? Ah oui, bien sûr, c'est une thématique qui est prise par... alors là, actuellement, c'est essentiellement la gauche qui veut absolument la limiter dans toutes les possibilités. Voire là, l'interdire directement. Hein. Oui, alors... En fait, la gauche, c'est la gauche la plus radicale à Paris. C'est pas la gauche de Glucksmann. C'est l'écologie qui veut qu'on réduise la consommation. Donc les touristes, ça crée des vols, ça crée ça consomme, ça fait du carbone. Donc ils veulent une décroissance sur le tourisme. Les communismes veulent abolir la propriété. Donc l'un plus l'autre, ça fait un cocktail assez explosif où on parle justement donc d'interdire complètement la location saisonnière. Ou de la limiter dans tous les cas possibles au minimum. Alors, Henrik Glamport, à Paris, certains candidats parlent de quartiers vidés de leurs habitants. Est-ce que c'est une réalité observable ou une construction purement politique ? Alors, je dirais pas que c'est observable, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a peut-être des quartiers qu'on pourrait considérer comme étant vidés de leurs habitants. Après, il faut regarder la problématique globale, encore une fois. S'il y a moins d'habitants, c'est pas nécessairement parce qu'il y a beaucoup de locations courte durée, c'est aussi parce que c'est de plus en plus compliqué de se loger à Paris, parce que les prix sont élevés, parce que il est difficile d'être propriétaire dans Paris, parce que on a des taxes foncières, par exemple, qui ont explosé. Donc, c'est extrêmement difficile d'être propriétaire dans Paris. Donc, il y a un certain nombre de quartiers qui, de manière un petit peu naturelle, peuvent aussi se vider. Et du coup, voilà, on a peut-être des personnes qui vont être plus en mode résidence secondaire ou pas sur ce type de bien. Ceux qui sont en résidence principale vont devoir un petit peu jongler avec différentes solutions, notamment la location courte durée qui va être une des solutions pour eux, justement de subvenir à leurs propres besoins avec, comme je l'ai dit, une taxe foncière qui a peut-être explosé. Pour pouvoir payer tout ça, il va falloir louer sa résidence principale pendant 90 jours. De 88%. Exactement. En 10 ans. Arié Lévy, quand on avance le chiffre de 60 à 70 000 annonces Airbnb, enfin location meublée à Paris, est-ce que ce chiffre dit... qu'est-ce que dit vraiment est-ce que ça dit quelque chose ou de la réalité du parc ? Alors non, c'est abstrait parce que ça veut pas dire c'est pas parce qu'un bien est enregistré à la mairie de Paris avec son numéro d'enregistrement déclaré que forcément il va exploiter les 90
110 ou les 120 jours auxquels il avait le droit. Il y a des gens qui vont louer peut-être quelques jours dans l'année, une semaine. Donc en fait, ça ne donne pas l'intensité d'usage. Ça donne juste, voilà, il y a un certain nombre de gens qui sont inscrits. On l'a vu par exemple pour les JO l'année dernière, en 2024. Il y a eu une explosion des inscriptions justement pour des gens qui voulaient faire de la location saisonnière. Et en fait, c'est des gens qui n'ont loué que 15 jours. Ils ont juste joué les 2 semaines des JO et ils sont arrêtés, ils y sont jamais revenus. Donc il faut faire attention à la manipulation des chiffres. Henrik Glamport, plusieurs propositions veulent abaisser le plafond des locations de résidence principale à 30 nuits par an. C'est le cas notamment de Pierre-Yves Bournazel, candidat à Horizon Renaissance. Est-ce encore économiquement viable ou à ce niveau-là 30 jours? Avant de se demander si c'est économiquement viable, il faudra peut-être se poser la question pourquoi on veut faire ça en fait. Est-ce que l'objectif c'est simplement... Oui, on n'en vit pas en fait. Tout à fait. Avec 30 jours, même avec 90 jours, on n'en vit pas, c'est un revenu complémentaire comme on l'a dit tout à l'heure. Donc pourquoi est-ce qu'on veut abaisser à 30 jours en fait? On va juste étrangler les personnes qui voulaient tout simplement pouvoir boucler leur fin de mois, donc on va les étrangler encore plus. On avait fait déjà une émission ensemble sur ce sujet. On a une idée, est-ce que vous avez retrouvé depuis des chiffres un peu plus précis sur la vérité des chiffres de location sur les revenus des propriétaires? Je crois qu'il y a une moyenne autour de 2500 euros sur une location d'un mois complet. Alors après, ça dépend évidemment de la typologie du bien. Si c'est un T1 ou un T5, c'est pas du tout les mêmes rendements. Mais ça reste encore, comme le disait Henrik, c'est que ça remplace pas un revenu. C'est un complément de revenu pour justement suppléer à la vie chère à Paris, la hausse des taxes généralisée par Hidalgo depuis 14 ans. Et aussi... si on empêche les propriétaires d'avoir ce complément de revenu, finalement, ils vont devoir vendre leurs biens et aller se loger encore plus loin de leur lieu de travail. Voilà, donc ça génère aussi une sorte de désintégration sociale, de vouloir limiter les gens et de les exproprier. Alors, tiens, d'ailleurs, on a certains candidats qui défendent une interdiction quasi totale des meublés touristiques non professionnels. Est-ce que c'est juridiquement tenable? Je vous pose la question à tous les deux. On parle des locaux commerciaux ici. Alors, des meublés touristiques professionnels. Oui, à l'année, qui sont loués à l'année, ouais. Oui, d'accord. Donc, alors moi, ce que je dis toujours, bon, je suis pas juriste, donc je n'irai pas sur la partie très technique de ça, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut bien, à un moment donné, ne pas oublier les droits un peu fondamentaux, les droits de la propriété, tout simplement, le droit de jouir de son bien, comme on l'entend. Je voudrais juste mettre ça en avant même qu'on parle de la partie plus technique de ça. Ne pas oublier cet aspect-là qui est d'après moi fondamental. Alors, les locations saisonnières permanentes à l'année, ce sont des professionnels qui achètent des locaux commerciaux, qui les transforment en habitation avec un changement d'usage, changement de destination. Ça ne retire pas des logements aux Parisiens, puisqu'avant c'était des bureaux ou des commerces. C'est une activité professionnelle. C'est pas du tout du civil comme peut le faire un particulier avec sa résidence principale. Donc c'est le droit du commerce, c'est le droit d'entreprendre. Je pense pas que la mairie puisse l'interdire complètement. On a vu que dans le PLU, ils ont mis un quota. Il y a déjà un quota dans le PLU. C'est des appart-hôtels en fait. C'est des appart-hôtels, c'est ça. Hein, c'est vraiment loué, c'est exploité en mode para-hôtelier ou hôtelier, et c'est vraiment toute l'année. Il y a personne qui va vivre, enfin d'habitants classiques au sens parisien, qui vont y vivre. C'est vraiment dédié au tourisme. Mais encore une fois, ce sont des produits financiers, ce sont des locaux commerciaux. Et ça ne retire pas de logement aux Parisiens. Il y a une interdiction qui existe déjà pour les nouveaux. C'est déjà interdit dans le PLUB de Hidalgo, du 1er au 11e et le 18e arrondissement Butte-Montmartre. Donc déjà, on ne peut plus ouvrir de nouveaux locaux commerciaux sur ces secteurs-là. C'est une mesure qui a été attaquée par le SPLM et on a une QPC en cours pour essayer de faire sauter ce règlement qui, à notre sens, enfreint le droit européen, le droit d'entreprendre et le droit de commerce. Voilà.
Est-ce qu'on mesure suffisamment le choc patrimonial que ces propositions peuvent représenter pour des milliers de petits propriétaires arriérés? Bah, effectivement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a un phénomène de vie chère. Les charges de copro ont explosé avec la hausse des matières premières, l'énergie, les taxes foncières, la TOM, la taxe sur les ordures ménagères. Tout a explosé au niveau du coût de la vie et les propriétaires ont des revenus fixes. Donc, ils font maintenant appel à Airbnb pour avoir un complément de revenus qui leur est indispensable. Et si on ne leur permet pas d'avoir ce complément de revenus, bah, ils vont être obligés à un moment donné de vendre leurs biens et de s'éloigner de Paris. Et on va encore aggraver donc cette crise des Parisiens qui quittent Paris parce que vous le savez, depuis une dizaine d'années, c'est des centaines de milliers de Français, de Parisiens qui quittent la ville parce qu'ils ne la supportent plus et ils ne supportent plus ce cadrage qui est répressif. Henrik Glamport, on dit souvent, enfin les candidats disent que le meublé touristique détourne des logements du parc résidentiel classique. Est-ce que c'est si évident que ça, ou c'est une vision trop mécanique, ou trop... Voilà. Non, on l'a déjà évoqué, là, finalement, effectivement, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Des biens qui sont aujourd'hui sur Airbnb ne sont pas nécessairement des biens qui sont, entre guillemets, volés à ceux qui veulent se loger sur Paris, puisqu'on l'a dit, il y a beaucoup de résidences principales. À 92%. Donc, c'est uniquement des personnes qui veulent arrondir leur fin de mois, donc c'est pas des logements qui vont retourner dans le parc immobilier si jamais ça ne se louait plus sur Airbnb. Et puis après, il y a la partie plus locaux commerciaux, on en a parlé tout à l'heure, qui de toute façon ne sont pas destinés à du logement traditionnel. Donc, Ariel Lévy, justement, par extension, si Airbnb disparaissait définitivement demain des grandes villes, est-ce que ces logements reviendraient réellement sur le marché Alors locatif, non, puisqu'encore une fois, c'est des résidences principales à plus de 92%. Pour Paris, oui. Pour Paris, hein, on parle bien de Paris. Hein, donc vous avez les chiffres sur d'autres je sais que vous avez regardé vraiment que Paris. Alors moi, je suis focus sur Paris, mais effectivement, dans les grandes villes, c'est la tendance. Hein, c'est toujours une majorité de résidences principales. Quand on est à la campagne ou sur le littoral ou à la montagne, on est plus sur de la résidence secondaire. Mais après, ce sont des villes de villégiature donc qui sont faites justement pour accueillir les voyageurs et on a besoin de ces résidences secondaires pour accueillir les voyageurs. Alors, Henrik Glamport, on va sortir un peu de Paris. On observe un durcissement également des règles à Lyon, Nantes, Strasbourg, Marseille. Est-ce qu'on assiste à une harmonisation nationale de fait Alors, une harmonisation nationale, je n'irai pas jusque-là, parce qu'en fait, réellement, c'est quelques villes qui sont concernées, vous en avez cité quelques-unes. Les grandes villes. Voilà, c'est plutôt des grandes villes qui se ressemblent finalement. Tout ça, ce sont des villes qui se ressemblent. Après, je rappelle que chaque ville, chaque maire a la possibilité d'utiliser la boîte à outils qui a été mise à disposition dans la loi Le Maire. Donc, il peut l'appliquer ou pas, en tout cas prendre un certain nombre d'outils qui sont mis à sa disposition. Donc, ce ne sera jamais harmonisé. Alors, heureusement ou malheureusement, d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui sera à discuter. Ce ne sera jamais harmonisé. Donc, chaque ville fera un petit peu ce qu'il a envie de faire. J'espère simplement que ce sera les bonnes décisions, ne pas faire ça juste pour supprimer Airbnb, mais plutôt pour loger les gens. Ariel Lévy, cette convergence politique entre des villes de gauche, de droite ou écologistes, est-ce qu'elle vous inquiète pour l'avenir du droit de propriété ? Alors, moi, je ne la vois pas, la convergence. Là, on a vraiment un clivage, je pense, avec les municipales d'ailleurs, pour y revenir. On voit bien que le programme de gauche, il est vraiment confiscatoire et il est vraiment anti-Airbnb sur tous les plans. Location saisonnière, c'est-à-dire Après, il pose aussi de bonnes questions, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Certains maires de gauche. Enfin, je veux dire, la crise du logement... Oui, on peut interroger la crise du logement, chercher des solutions. Mais... J'essaie de minorer vos... Oui, j'entends, mais le problème, c'est qu'on est dans une France qui est de plus en plus polarisée. Hein, on le voit au niveau des députés et du Parlement. Et ça se reflète aussi au niveau local. Et on voit bien que les propositions de gauche sont de plus en plus extrêmes à gauche et les positions de droite sont de plus en plus extrême droite. On a des candidats à droite qui sont pour restaurer le droit de propriété privée, qui sont pour rétablir les choses, et à gauche on est plutôt sur une destruction du droit de propriété privée pour aller sur du logement collectif. Même si on a des maires de gauche qui essayent malgré tout d'être un peu plus centristes peut-être. Moi, je la vois pas, cette tendance. On parlait des grandes villes, mais pour compléter la réponse d'Henrik, c'est que c'est des maires de gauche ou des maires écolos. Lyon,
Paris, Grenoble, enfin tout ça, c'est voilà. Donc à un moment donné, c'est pas une politique générale, hein, c'est des mairies qui Oui, suivent qui suivent, ouais. le même orientation. Henrik Glamport, question de fond, la bataille contre Airbnb, est-ce qu'elle ne masque pas surtout l'absence d'une politique du logement dans les centres-villes, dans les grandes villes? Clairement, pour moi, oui. En fait, c'est le bouc émissaire parfait. C'est le capitaliste américain qu'on veut combattre et qu'on veut détruire. Et en fait, ça va cacher notre incapacité justement à avoir une vraie politique de logement, une vraie politique pour loger nos Français, de construire du logement, de rénover, de proposer du logement social. Bref, ça cache tout un tas de sujets sur lesquels aujourd'hui on est incapable de répondre correctement. Donc l'idée, c'est clairement d'aller mettre en avant un bouc émissaire qui serait Airbnb. Ariel Lévy, dernière question. Et pendant que Henrik va laisser sa place pour la prochaine invitée, Ariel Lévy, à force de désigner Airbnb comme l'ennemi public numéro 1, est-ce qu'on ne prépare pas une immense désillusion politique après 2026, après les élections? Et oui, bah, c'est toute l'hypocrisie de la chose et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Actuellement, tous les politiques qui parient sur le Airbnb pour retrouver du logement, en fait, mentent aux Français et mentent aux Parisiens. Et effectivement, il y aura une vraie désillusion après les élections et après le bilan d'un nouveau mandat où les logements ne seront pas revenus sur le marché. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Henrik Glamport de Louis Premium. Merci à vous, Ariel Lévy du SPLM Paris-Île-de-France. Tout de suite, c'est le choix du club. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et pour ce choix du club, on s'intéresse à une question très concrète que se posent de nombreux propriétaires. Comment réussir une rénovation énergétique par l'intérieur sans sacrifier de surface habitable et donc sans perdre de valeur immobilière? Pour y répondre, deux experts complémentaires. D'abord Pierre Évrard, il est directeur associé chez Synergiec. Bonjour Marc Ezrati. Et Carole Varès-Tellez, rappelez-nous ce que vous faites exactement parce que vous m'avez... Bonjour Marc. J'ai créé un cabinet de conseil en stratégie de rénovation énergétique. D'accord. Qui est spécialisé en design intérieur, qui s'appelle The Balls Way. Voilà, donc merci parce que je ne l'avais pas noté, j'avais reçu votre correction mais je ne l'ai pas prise en compte malheureusement. Pierre, lorsqu'on isole par l'intérieur, quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui font perdre inutilement des mètres carrés? Marc, je pense que déjà, la perte de mètres carrés est indissociable de l'isolation thermique par l'intérieur. Qu'on se dise très clairement les choses à l'heure actuelle, au moment où on parle. Parce que globalement, on perd 20 cm carrés par mètre linéaire de murs isolés. Oui, donc déjà, cette perte-là, à l'heure actuelle, parce qu'on sait qu'on a plusieurs industriels qui ont des solutions, qui les ont mis un petit peu, qui les ont un petit peu masquées, parce que pour l'instant, c'est des choses qui sont très onéreuses. Ouais. Maintenant, on va attendre, mais pour l'instant, c'est quand même 20 cm par mètre carré, donc tout ça, quelque part, la perte, elle est directe. Maintenant, il y a d'autres choses qui arrivent, c'est que quand on fait une isolation thermique par l'intérieur, on n'y pense pas tout le temps. C'est que déjà, il y a tout ce qui est réseau, c'est-à-dire il va falloir tout déplacer. Donc ça, on ne prend pas en compte. Ouais. Dès qu'on aura mis tout, finalement, travaux d'embellissement pour redonner le caractère habitable, voilà, tout ça, ça fait partie quelque part des coûts un petit peu masqués et des impacts que l'on ne voit pas. Et puis après, techniquement, malheureusement, on ne résout pas tout, notamment les ponts thermiques. Carole, avant de parler de solutions techniques, quelles sont les questions essentielles à se poser pour éviter une rénovation mal pensée? Les questions essentielles, c'est déjà de faire l'analyse de l'existant. Quelles sont les contraintes du bâti? À qui est destiné le logement? Est-ce qu'il va être destiné à de l'habitation ou à une activité professionnelle? Comment vit-on dedans aujourd'hui? Mais il faut aussi penser à demain, du coup. Et surtout, toutes ces questions amènent à l'essentiel, c'est quel est l'objectif qui est recherché?
Pierre, alors existe-t-il aujourd'hui des matériaux ou des systèmes d'isolation performants qui permettent de limiter fortement l'emprise sur la surface habitable ? Alors, il y a des matériaux en effet qui existent. Donc, c'est des plaques avec des gels de silice. Voilà, j'attire l'attention parce que beaucoup de choses se vendent à l'heure actuelle en termes d'isolant. Et on voit tout, et n'importe quoi. Il est important de rappeler qu'il y a un certificat qui s'appelle l'ACERMI qui permet de savoir si tel matériau est isolant par rapport à un autre. Ouais. Il faut regarder ça en détail, parce que je vais vous donner un exemple. À certains moments, certains ont sorti une peinture isolante avec des nanoparticules de céramique. J'ai regardé, en effet, il y avait un ACERMI. Pour que ça soit isolant, il fallait 20 cm de peinture. Donc ça fait un peu les multicouches. Il y a d'autres isolants, entre guillemets, isolants minces réfléchissants. Ils sont minces. Isolants et réfléchissants que sur le papier. Ça isole pas du tout. Qu'on se dise les choses, il n'y a pas d'ACERMI, il n'y a aucun élément. Donc malheureusement, à l'heure actuelle, il y a quelques technologies qui utilisent, qui existent. Certaines sont bien commercialisées, d'autres attendent un petit peu encore pour se relancer. Mais voilà, les prix. Après, quand on regarde le prix au mètre carré, par exemple, à Paris, et le prix des matériaux, là, l'équilibre est bon. Sur d'autres zones territoriales, la question est à se poser. Une experte comme vous, Carole, elle intervient à quel moment pour arbitrer justement entre la performance énergétique, le confort et la préservation de la valeur du bien ? L'objectif, ça serait d'intervenir au plus tôt, parce que l'AMO, il n'est pas là pour corriger le projet, mais pour c'est ça, exactement. Mais il est vraiment là pour le structurer. Donc, plus tôt l'assistant à maîtrise d'ouvrage va intervenir, mieux ce sera pour le projet. Pierre, une isolation intérieure mal conçue peut-elle réellement dégrader la valeur du logement à la revente ou à la relocation ? Alors oui, parce que finalement, quand on intervient sur les parois, il faut quand même faire attention. Ça veut dire que le jeu n'est pas de poser un isolant comme ça, de but en blanc. On a de l'humidité. Parce que quand on respire, on expulse de l'humidité. Donc, quelque part, il faut prendre aussi ça en compte. Ça veut dire, globalement, à quel moment la vapeur va se condenser dans le mur. Très rapidement, quand ça se condense au mauvais endroit, apparaît des moisissures, des petites choses comme ça, et potentiellement, des pathologies, des dégradations. Donc ça fait partie des petites choses aussi. Souvent, on le met de côté. Carole, pour conclure, quel est votre conseil clé pour réussir une rénovation énergétique efficace, sans perte de surface et sans perte de valeur, en 30 secondes maximum? Moi, je dirais qu'il faut hiérarchiser en fait son projet. Moi, je rappelle une chose, c'est que l'isolation, l'étanchéité à l'air et la ventilation sont des enjeux de santé. Donc ça, je tiens à le souligner. Merci beaucoup Carole Varestelles et Pierre Évrard d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. Voilà, le Club IMO c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve avec grand plaisir demain pour parler d'autres sujets immobiliers à 16h05. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté avec le concours de PAP.fr. L'immobilier de particulier à particulier. Vendez, achetez ou louez simplement et au bon prix avec PAP.fr. PAP, particulièrement efficace.